on est parti pour le point actu hardware du jour. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, il fait toujours aussi chaud. Au programme, nous avons d'abord des annonces sur des jeux, donc des annonces sur les sorties, sur des configs, tout ça, des trucs qui m'intéressent moi. Peut-être pas vous, mais moi ça m'intéresse. Ensuite, on a une date pour une petite conférence d'une marque que j'aime bien, donc voilà, je donne la date de la conférence Lianli, marque plutôt orientée, plutôt haut de gamme hein, tout de même, et voilà, plutôt grand boîtier en général, mais on attend des annonces intéressantes. On parlera rapidement ensuite de Windows 11 avec voilà, des fuites. Hein. Normalement, une conférence bientôt à venir de la part de Microsoft pour annoncer officiellement cette nouvelle version de Windows, cette nouvelle mise à jour. On aura aussi de l'hardware bien sûr. Déjà on va avoir le test d'un water cooling, un kit de water cooling all-in-one de 420 mm, un gros bébé, mais qui est pas cher, incroyable. Un gros bébé pas cher, c'est assez incroyable. Ensuite, on parlera de clavier Ro4 qui annonce deux nouveaux claviers. Un qu'ils annoncent entrée de gamme, qui est pas si peu cher que ça, mais qui est le moins cher de la gamme Ro4. Et un peu plus milieu de gamme, au prix assez classique de 100 € pour un clavier mécanique. Le premier n'est pas mécanique. On parlera de la DDR5 avec des prévisions intéressantes sur la transition entre la DDR4 et la DDR5. C'est plutôt intéressant. Ensuite, petite présentation d'un boîtier, un boîtier en tech, une conception intéressante, assez simple, avec un petit trick dans un boîtier micro ATX, hein, on n'est pas dans une grosse tour. On aura ensuite un écran en promo, un écran sans compromis, écran Lenovo. En vrai, prix intéressant, plutôt orienté haut de gamme hein, tout de même. On sera sur du 1440p, 165 Hz, donc plutôt sympa. On parlera aussi des futures cartes mères qui arriveront. On a un planning des cartes mères, que ça soit pour AMD ou pour Intel, dans les temps à venir. On a du côté d'Intel la 12e et 13e génération. Du côté d'AMD, on a la future grosse génération qui changera des trucs. On ne sait pas s'il y aura un petit refresh entre temps ou pas. Et on finira avec les cartes graphiques, des prix, des stocks, des points intéressants, des points qu'on savait déjà mais qu'on a la confirmation. Et quelques baisses de prix aussi. Et ça, on l'avait aussi un peu vu, mais c'est plutôt sympa de s'en rendre compte et de le souligner, vu qu'actuellement, en général, on parle plus d'indisponibilité et de prix qui augmentent. Allez, on commence avec le jeu vidéo. Premièrement, AOE 4 qui sortira le 28 octobre prochain, qui a été annoncé, qui a été annoncé depuis longtemps, qui est en développement depuis pas mal de temps et qui a eu un trailer lors de la conférence Xbox Bethesda de l'E3. Un jeu qui moi me parle, surtout avec le côté. Ça fait longtemps que j'ai pas rejoué à un Age of Empires, mais j'y ai joué quand j'étais plus jeune et du coup le côté nostalgique arrive. Age of Empires qui est un RTS plutôt connu hein, et qui a été remis au goût du jour ces derniers temps via différents streamers et événements. Donc ça sortira le 28 octobre prochain, ce sera disponible dans le Game Pass. Voilà, on ne sait pas à combien il sortira sinon. Et autre point intéressant, c'est que la config minimale est plutôt sympa. Voilà, on nous dit qu'il faut seulement un i5 6300U. Donc 6300U, on est sur un i5 portable, mobile, c'est plutôt cool. Et une partie graphique intégrée HD 520 suffit en configuration minimale. Donc même pas besoin d'avoir
Alors, même pas besoin d'avoir une carte graphique dernière génération, ça non, mais même pas besoin d'avoir une carte graphique gaming dédiée. Visiblement, une partie graphique intégrée fait le taf pour faire tourner le jeu dans une configuration minimale aussi. Il faut aussi le dire, hein. Du coup, vous n'aurez pas tout à fond, clairement pas. Et vous aurez peut-être pas l'expérience de jeu la plus fluide non plus. Mais ça demande pas, du coup, ça demande pas vraiment une config très performante, même pour jouer dans des bonnes conditions. Et ça régale, ça rend le jeu très accessible. Et ça, on adore ici, savoir que les jeux sont accessibles à tout le monde sans avoir besoin de mettre 2000 € dans une config, parce que tout le monde ne veut ou peut pas mettre 2000 € dans une config. Et ça se comprend très bien. Donc honnêtement, moi j'y jouerais. Je sais pas si j'y jouerais Day One, hein, peut-être pas. Je sais pas encore si je l'achèterai ou si je prendrai l'abonnement Game Pass. Ça c'est pareil. L'abonnement Game Pass qui est quand même de plus en plus intéressant et qui intègre de plus en plus de jeux. Donc on verra. On verra, ça dépendra aussi du prix de vente du jeu, combien il sera à sa sortie. Mais honnêtement, c'est un truc que j'attends vraiment beaucoup avec impatience et ça fait longtemps qu'on en parle. Donc j'y jouerai, c'est sûr. Vivement le 28 octobre. On continue toujours dans le jeu vidéo, mais avec Pokémon Unite, le MOBA, le MOBA qui avait été teasé par Pokémon. Donc on attend encore et toujours, on nous promet des nouvelles. News update is coming. Donc demain, annonce de la part de Pokémon, hein, comme vous pouvez le voir ici, annonce faite sur Twitter, on reconnaît bien le petit oiseau bleu, très célèbre. Donc un MOBA sauce Pokémon qui devrait probablement dans un premier temps, on le voit déjà sortir sur probablement Switch, hein. C'est très compatible avec un univers Switch. On pense aussi au téléphone portable bien sûr, à voir si on aura des versions autres que console mobile, donc téléphone portable ou Switch. Ça c'est la grande question. Donc, pourquoi pas sur PC, petit MOBA Pokémon, voir aussi les mécaniques, tout ça. Ça c'est un truc que je testerais bien, malheureusement, vu que en tout cas si ça sort sur plateforme mobile, c'est compliqué, mais je testerai dans mon coin du coup, probablement. Si ma plateforme est compatible, bien sûr, mon téléphone qui est voilà, plus tout jeune, le pauvre. On parle de Cyberpunk rapidement. Cyberpunk qui va faire son retour dans le PlayStation Store de Sony. Donc voilà, il revient, disponible pour tout le monde. Par contre, il y a une petite communication. Alors je ne sais pas si c'est, je veux pas dire de bêtises, je ne sais pas si c'est Sony ou si c'est le studio derrière Cyberpunk. C'est des projects, mais voilà, ils expliquent quand même de faire attention si vous avez une PS4 standard, pas une PS4 Pro ou je sais pas quoi. euh, voilà, c'est pas peut-être pas la meilleure des expériences de jeu. Ils expliquent quand même qu'il vaut mieux avoir une PS4 Pro ou une PS5 euh, pour profiter à fond de ce jeu dans une bonne, avec une expérience agréable, fluide, sans bug. Donc c'est espérons que ça se passe bien. Ça revient du coup le 21 juin prochain, donc très bientôt, dans moins d'une semaine. On verra. On verra, ça peut très bien se passer comme ça peut très mal se passer, suivant le retour des consommateurs qui paieront le jeu. Sachez en plus que en général, les jeux dans le PSN sont quand même relativement chers, hors promo. Du coup, à voir. Il faut que l'expérience soit bonne, et si elle l'est pas sur PS4 classique, c'est un peu compliqué. On continue avec la Xbox et Microsoft qui continuent de faire parler d'eux plutôt en bien. Où on nous explique que la Xbox One fera tourner Flight Simulator déjà. Déjà on s'arrête là et déjà c'est incroyable. La Xbox One, sans parler de la One X, la One standard, elle fera tourner Flight Simulator. Flight Simulator qui est un jeu ou un simulateur, appelez ça comme vous voulez, qui est
très demandeur en performance et en puissance. Donc c'est assez incroyable. On comprend comment c'est possible grâce à la suite du titre, grâce au cloud. Donc en gros, on a vu que xCloud s'équipait avec du matériel équivalent au Xbox Series X, donc la dernière console la plus performante de la marque, qui elle fait tourner Microsoft Flight Simulator. Et du coup, si vous voulez jouer à Microsoft Flight Simulator sur Xbox One, qui est la génération d'avant, c'est le cloud qui le fait tourner à distance avec du matériel équivalent à la Xbox Series X et vous renvoie l'image comme dans du cloud gaming classique. Ce qui du coup aussi induit une compatibilité sur Xbox One de tous les jeux next-gen dernière génération qui tournent sur Xbox Series X via le cloud et donc avoir une console ancienne génération qui, accompagnée des abonnements nécessaires, accède au contenu dernière génération dans la qualité des contenus dernière génération. C'est quand même assez incroyable, la promesse est énorme. C'est quand même en théorie, Microsoft qui dit voilà, si vous n'avez pas les moyens dans un premier temps ou que vous ne voulez pas acheter une console nouvelle génération, vous pouvez toujours souscrire à nos abonnements et à nos services pour bénéficier du contenu dernière génération disponible sur nos catalogues via du cloud gaming. Donc il faut tout de même avoir une bonne connexion, c'est la contrainte jusqu'à maintenant obligatoire du cloud gaming, la connexion stable et assez performante. Mais à partir de ce moment-là, vous pouvez continuer avec votre Xbox One qui est la stock, la première édition, à jouer à des jeux next-gen dans des conditions next-gen. Et ça, c'est assez incroyable. Franchement, potentiellement, c'est quand même assez fou à voir jusqu'où va Microsoft, parce que j'imagine qu'ils ont peut-être envie de vendre des nouvelles consoles, mais d'ailleurs peut-être pas, parce qu'on sait que Microsoft souvent vend des consoles à perte. Donc peut-être qu'ils n'ont pas tant que ça envie que les gens achètent en masse des consoles. S'ils perdent de l'argent sur la vente de chaque console, à voir. Mais c'est une stratégie assez surprenante et qui va un peu à l'encontre totale de ce que fait la concurrence. Là où Sony essaye quand même un maximum de pousser ses utilisateurs à changer de génération une fois que la génération est bien sortie. À voir comment ça se traduira dans le futur, mais c'est quand même une promesse d'accessibilité bien plus importante. Même imaginez aujourd'hui acheter une Xbox One, qui a du coup dû baisser largement en prix, pour pouvoir accéder au contenu dernière génération. Pour quelqu'un qui a un tout petit budget, ça peut aussi être intéressant. Il faut tout de même avoir les services associés, donc accès à xCloud via quoi? Via le Xbox Game Pass Ultimate, ou même sans le Ultimate peut-être. Je sais pas exactement comment on a accès au xCloud, mais très intéressant tout de même. On continue avec des annonces de conférences et c'est Lian Li qui va nous faire sa Digital Expo 2.0 à la fin du mois. C'est une annonce pour le 30 juin si je ne me trompe pas. Voilà, 30 juin. On a pour l'instant juste une date, pas d'heure. On sait pas du tout. C'est marrant, ils ont le tag Computex 2021. Très marrant. À voir à quelle heure ce sera. Si c'est timé sur les horaires de l'Asie, un peu compliqué. Les horaires américains, c'est un peu plus jouable, mais les horaires de l'Asie, un peu compliqué. Donc on verra et on sait pas trop quoi attendre. On parle de l'Odyssey X, qui serait un nouveau boîtier. En vrai, on sait pas quoi attendre, mais on espère qu'ils nous régaleront. Yannick qui fait quand même du matériel très haute qualité. L'inconvénient, c'est que c'est pas très accessible et c'est pas destiné à tout le monde, mais très très quali. Et si vous voulez faire du water cooling custom, ils font des très très bons boîtiers adaptés pour, et ça, c'est toujours agréable. On continue avec des fuites chez Microsoft et petite fuite sur Windows 11 qui n'est pas encore officiellement annoncée. On sait qu'il doit y avoir une conférence le 24 juin de la part de Microsoft qui devrait d'ailleurs annoncer, enfin
on savait déjà qu'il devait annoncer le 24 juin le nouveau Windows, mais là, on a des infos en avant-première qui sont retrouvées partout hein, sur Internet, vous imaginez bien. Donc avec cette interface, mais en vrai, il y a eu d'autres infos qui ont fuité, du genre des bruits, tout ça. Je vais pas tout vous présenter, parce que le but c'est pas de... Voilà, hein, les fuites, c'est les fuites, ça arrive souvent malheureusement, mais on attendra quand même la conférence pour bien décrypter le sujet. À noter aussi que apparemment, à prendre avec des pincettes, mais apparemment il y a des versions de pré-test, pré-alpha, pré-bêta, je sais pas quoi, en tout cas qui ont été disponibles pendant un moment sur internet et qui du coup maintenant traînent un peu partout. Certains l'ont testé, d'autres non. Si vous voulez le tester, je vous conseille quand même de le faire sur une machine virtuelle, histoire d'être sûr de ne pas avoir de problème. Ça reste des préversions qui sont en général pas forcément stables et qui peuvent avoir des problèmes, donc attention. Je vous conseille de faire ça sur une VM ou un PC où il n'y a rien à perdre, clairement. Sinon, ça peut être, vous pouvez avoir des accidents comme ça. En termes de visuel, on reconnaît un petit peu la patte Apple hein, avec ce dock d'icônes au milieu. Ça fait un peu le macOS. En vrai, on n'est pas sur une révolution non plus. On a effectivement ce dock d'icônes central. On a un espèce de menu qui a l'air d'être l'équivalent du menu démarrer d'avant. À voir. En vrai, les nouveaux systèmes, faut voir, tout changer, c'est rarement une bonne idée, en vrai, parce que ça implique potentiellement plein de problèmes. Si on est sur des corrections, tout ça, faut voir, en vrai, faut l'utiliser au quotidien pour se rendre compte des avantages, inconvénients. Ce qui est important, c'est qu'il soit stable dès la mise à disposition du public, parce que si c'est pas stable, c'est vraiment la pire pub possible pour Microsoft. Mais on n'a pas l'air de redéfinir Windows, hein. On a plus l'air de lui remettre un petit coup de neuf et un petit coup de changement pour être plus dans l'air du temps et un peu plus beau à utiliser, enfin simple et tout. Euh, je sais pas, on verra. C'est toujours compliqué et pour l'instant ce n'est pas officiellement annoncé. Donc on attendra que ça le soit. Mais sachez que si ça vous intéresse beaucoup, il y a moyen de trouver les préversions sur internet. Après, Google est votre ami et est libre à vous d'aller chercher. On passe sur un test de water cooling all-in-one de la marque Arctic, le Liquid Freezer de 420, parce qu'il fait 420 mm de long, vu qu'il est équipé de 3 ventilateurs de 140 chacun. Donc voilà, un monstre. Faut avoir la place dans sa tour, clairement. Ouh, petit coup d'air frais là, de vent. Incroyable. Pardon, je m'égare. Du coup, bah, lui pareil, hein, ce water cooling, il est là pour donner un petit coup de frais à votre processeur. Et il le fera très très bien, vous imaginez. Il est énorme, oui. Oui, il est énorme, 420 mm, c'est très très gros. On est en plus un radiateur plutôt épais. En termes de performance, on n'est pas le meilleur, mais on est sur le top tiers du marché. Après, voilà, il est énorme. Donc, heureusement, d'un côté, petit avantage, et ça c'est pas mal aussi parce qu'il est énorme, oui, mais il est plutôt silencieux. Et ça, c'est plutôt important. Donc voilà, vous surdimensionnez, certes, mais en termes de performance, on est bien. Et vu qu'il est surdimensionné, en termes de, de bruit, on est plutôt agréable, même à plein régime. Mais son avantage principal, en plus d'être performant, énorme et qui fait pas trop de bruit, c'est qu'il est très accessible. On est quand même sur un kit water cooling de format king size, 420 mm, et il coûte seulement 120 €, ce qui est très peu cher, vraiment très peu cher au vu de la taille et des performances, c'est quand même très peu cher. Rapport qualité-prix quasi imbattable, vraiment. Après le design, on aime pas, parfois on s'en fout, mais
si on enlève de côté le design qui est subjectif, tout le reste est vraiment au top. C'est vraiment un très très bon matériel. Vous pouvez y aller quasiment les yeux fermés. Le seul problème, c'est quand même sa taille, hein. Sa taille qui est ultra imposante. Il faudra avoir le boîtier compatible et pas... voilà, il faudra avoir une grande tour, hein. Clairement, on va pas se mentir qu'elle est un radiateur de 420 mm, il faudra avoir une grande tour. Donc voilà, très bon matériel, mais faut avoir la place. C'est le seul problème, faut avoir la place. On continue avec des claviers de la marque Roccat, avec ici vous voyez deux claviers. On a les prix incroyables. Le premier à 60 €, le deuxième à 100 €, bon, même s'il y a d'autres qui changent un peu les prix. On est sur du 60 et du 100. Le 60 est un clavier classique à membrane, on a du RGB et une petite touche colorée avec du RGB sur les touches, mais une plaque en dessous de vos touches qui est semi-transparente et qui du coup se fait illuminer par le RGB des touches, ce qui est plutôt joli en vrai. Moi je trouve ça plutôt sympa. Après dans le noir ça doit être un peu flashy, mais en termes de design je trouve ça plutôt cool. De l'autre côté on a quelque chose qui ressemble assez, par contre on n'a pas la plaque semi-transparente. On a pareil du RGB, hein, du RGB qui est configurable touche par touche. Et voilà, l'exemplaire, le Pyro à 100 €, lui est mécanique avec des switches RED. Donc plus orienté gaming, où vous voulez aller gratter un peu des perfs, ou alors parce que vous ne pouvez pas vous passer de la sensation de frappe d'un clavier mécanique, ce qui peut être compréhensif aussi. Deux choix pour deux budgets différents. Ce qui est un peu embêtant, c'est qu'ils annoncent le Magma, qui est du coup le clavier à membrane à 60 € comme étant quelque chose d'accessible. Alors non, je suis désolé, 60 € pour un clavier à membrane, on n'est pas dans quelque chose d'accessible, on est quand même déjà dans du milieu de gamme, haut de gamme de clavier à membrane. 60 € c'est quand même déjà une somme pour un clavier. Donc je continue de fondre. Incroyable. Le deuxième qui est du coup annoncé comme du milieu de gamme. Alors en fait il se réfère aussi aux gammes de Roccat, hein. C'est pour ça, parce que du coup le Magma est le clavier le moins cher de la marque, et le Pyro est plus dans du milieu de gamme. Mais en réalité le Pyro est plutôt dans l'entrée de gamme des claviers mécaniques de grosses marques. Voilà, parce que Roccat est quand même une grosse marque. Et le Magma est plutôt dans du milieu de gamme de clavier à membrane. En réalité, c'est plus ça. On est sur du bon matos, clairement. Choisir membrane ou mécanique, sachez quand même que le membrane est plus silencieux, hein. On peut donner plein d'avantages au mécanique, mais le clavier à membrane est plus silencieux. Ça, c'est sûr. Et après, c'est aussi une question d'esthétique, hein, si vous préférez avoir celui-là qui est du coup, pour le coup, plus coloré. En plus, configurable suivant votre éclairage qui est paramétrable, touche par touche sur les deux. Vous avez aussi le repose-poignet qui est disponible sur les deux. Ça, c'est plutôt sympa. En vrai, repose-poignet qui a l'air plutôt sympa en plus sur un clavier, un clavier mécanique à 100 €, ça peut être plutôt attractif. Et sinon, bah, c'est pas ultra accessible non plus, mais bon, c'est Roccat, un Roccat qui n'est pas non plus connu pour faire du matériel d'entrée de gamme. On est plus à la recherche du matériel de qualité et performant que de faire des tout petits prix. Donc c'est des visions différentes, hein, du business. On continue avec de la RAM et des prévisions plutôt très intéressantes sur la DDR5, enfin la transition entre la DDR4 et la DDR5. Après tout ce qu'on a pu voir et présenter sur la DDR5, on se rend compte quand même que le gain entre la DDR4 et la DDR5 est très conséquent, plus conséquent que le gain qu'on a pu connaître entre la DDR3 et la DDR4. Du coup, on s'attend à une transition assez rapide, mais pas forcément plus rapide que celle entre la DDR3 et la DDR4. On sait que dans les prochaines générations de processeurs, on va commencer à avoir la compatibilité DDR5, notamment avec la 12e génération de processeurs Intel.
On sait qu'aussi AMD travaille avec Zen 4 qui arriverait normalement plus tard en 2022. Et du coup, on a des petits graphiques fort intéressants. Déjà, on a les graphiques qui représentent la transition DDR3 à DDR4. Vous voyez, en 2015, on était 75% de DDR3 et 25% de DDR4. Et voilà, petit à petit, la DDR4 s'est imposée. En 2016, on était plutôt vers les 50%, 50-50. Et 2017, 75% pour la DDR4. Et par contre, on a mis quand même du temps à se débarrasser totalement. D'ailleurs, on ne s'est toujours pas totalement débarrassé de la DDR3. Il y a encore une partie du matériel assez low cost qui peut utiliser de la DDR3 pour des raisons de coût, uniquement de coût. Et donc on voit et on annonce que déjà cette année, on aurait le tout début de la DDR5 avec du coup la 12e génération d'Intel. Et qu'ensuite 2022 et l'arrivée d'AMD aussi sur la DDR5 permettrait d'avoir une vraie généralisation et du coup de prendre 25% du marché. On serait à 50 en 2023 et on arriverait à 95 d'ici 2026. Donc voilà, une transition quand même assez rapide. On passerait en 5 ans de 5 à 95%. Donc plutôt rapide. Avec, on voit une prévision d'équipements qui seraient toujours en DDR3 et aussi toujours en DDR4 bien sûr. La DDR4 qui va pas disparaître comme ça et la DDR3 qui sera utilisée encore une fois dans le matériel un peu plus low cost pour des questions de coût. Est-ce que ça va vraiment se passer comme ça? Oui, c'est quand même fort probable, voire même peut-être plus rapide que ça, au vu des gains juste vraiment énormes entre deux générations, ici la DDR4 et la DDR5. Après, le problème, on le connaît et on l'a dans d'autres secteurs de composants, notamment les cartes graphiques. Le problème, c'est la production et les prix qui, eux, derrière, peuvent ne pas suivre au niveau de la production et du coup les prix qui flambent. Et s'il y a ça, ça risque d'être plus compliqué pour imposer la DDR5 si la production n'est pas suffisante derrière. Mais en vrai, il y a moyen que ça se fasse bien, il y a moyen que ce soit bien prévu. Et en plus, ils doivent seulement s'adapter. Ils ont déjà l'échelonnage avec la sortie des premiers processeurs compatibles qui marqueront le début de la démocratisation de la DDR5. Donc ils ont les dates pour se préparer et normalement ils devraient s'en sortir. Surtout que leur but derrière c'est de faire de l'argent, donc il y a moyen qu'ils s'en sortent. On passe sur un boîtier rapidement de la part de Antec, le Dark Cube. J'aime beaucoup le nom, alors voilà, j'en parle. C'est assez marrant comme boîtier. On est du coup sur un boîtier micro ATX. Je vous donne direct le prix. Il coûte 199 €, ce qui est cher, vraiment cher. Mais c'est assez marrant comme idée. Micro ATX, donc plus petit qu'un boîtier normal, qu'un format ATX classique. Et en fait, ils ont pris un grand boîtier qu'ils ont miniaturisé et qu'ils ont inversé. C'est pour ça qu'on nous dit que la structure interne est en reverse. En fait, on a l'alimentation en haut et du coup, tout est inversé quoi. Tout est inversé dans le et la carte graphique. Non, on a la carte. Ah, attendez, je sais plus, je sais déjà plus. Si on a la carte graphique en haut et l'alimentation en haut aussi d'ailleurs. Donc voilà, tout est inversé. Du coup, plutôt sympa. La conception a l'air vachement bien. Le prix est ultra élevé quand même. 200 €, c'est très cher pour un mini boîtier. Le design est plutôt propre. Et l'idée d'inverser, en général, c'est une bonne idée. Parce que c'est simplifié, surtout au niveau des connectiques, pour des boîtiers qui sont normalement posés sur un bureau. En fait, c'est ça aussi. Ça permet d'avoir les connectiques à des meilleurs endroits que sur des tours traditionnelles où du coup les connectiques sont en haut du boîtier, ce qui peut être un peu embêtant
lorsque vous avez un boîtier qui est posé sur un bureau. Donc là, ça les ramène un peu plus vers le milieu du boîtier. Voilà. Je trouve ça quand même très cher, même si j'aime bien l'esthétique du boîtier. Après, l'esthétique, c'est subjectif. Je pense qu'il y a moyen de trouver moins cher. Mais si vous aimez. Et puis on a quand même des belles finitions, des beaux matériaux, des panneaux en verre trempé de chaque côté. Non, c'est un bel objet. Mais peut-être un chouïa cher. 199 euros. C'est plutôt élevé, que ce soit pour un petit ou un gros boîtier. Et en plus, là, il est petit. Un écran à un prix intéressant. Alors, on va être plus cher que le boîtier, hein, malheureusement. J'aurais bien aimé vous annoncer un écran de ce type à moins de 200 euros, mais non. On est chez Lenovo. On a une dalle IPS 165 Hz, 1 ms, WQHD, donc 1440p, 27 pouces. Donc zéro compromis, incroyable. Zéro compromis dans cet écran Lenovo qui est actuellement proposé à 340 euros. Donc plutôt intéressant comme prix. Après, on n'a pas besoin de faire un détail à l'infini. Hein. On est sur quelque chose de propre qui va autant aller chercher une résolution assez élevée. On va pas jusqu'à la 4K, mais on va jusqu'au 1440p. Et un haut framerate avec 165 Hz. Donc une bonne dose d'image pour le gaming et avoir toujours un affichage plus fluide. Assez peu de compromis. 340 euros, c'est correct comme prix. Après, c'est élevé, mais on est sur du haut de gamme d'écran. 27 pouces, c'est bien, franchement. Je trouve que c'est pas mal. C'est déjà pas mal grand, hein, 27 pouces, quand on se rend compte du truc. Donc, pas incurvé. 340 euros, c'est plutôt propre. En vrai, c'est plutôt propre et c'est chez la Fnac. Vous voyez, à la place de 600 euros, sûrement moyen de le trouver à moins cher que 600 euros, mais 340, c'est plutôt attractif. On continue avec le planning des prochaines cartes mères. Alors là, on vous montre les futures puces, que ce soit Alder Lake, donc la 12e génération, ou AMD Raphael, qui sera le début des nouveaux processeurs AM5, donc en Zen 4. Et en vrai, on va juste montrer le petit planning. On devrait avoir du coup à la fin de cette année les Intel Z690 qui iront avec les processeurs Alder Lake de 12e génération. On aurait ensuite, premier trimestre de l'année suivante, donc 2022, les autres chipsets, les Intel B660 et H410 qui sont du coup du matériel plus abordable et un peu allégé, moins cher mais avec moins de fonctionnalités, toujours pour Alder Lake. On aurait ensuite AMD qui reviendrait avec eux du coup Raphael, l'introduction de Zen 4 et de l'AM5 avec ses AMD X670. Et enfin, Q3, donc troisième trimestre 2022, on aurait Intel qui arriverait enfin avec la 13e Raptor Lake, qui est censé être vraiment... Autant Alder Lake c'est censé être le début du Big Little et une première itération, Raptor Lake devrait être un produit qui a tout compris dans l'architecture Big Little et qui maîtrise et optimise cette architecture. Donc ça devrait être normalement une masterpiece de la part d'Intel. En tout cas, on l'espère. C'est un petit planning qui fait envie. On a surtout hâte d'être à fin d'année pour savoir ce que vaut vraiment cette 12e génération Intel qu'on attend avec impatience. Mais un peu attendre encore. Ça fait très envie. On finit avec les cartes graphiques. Les cartes graphiques qui aujourd'hui, alors on va être scindé entre s'énerver et le début d'une éclaircie peut-être. On commence avec le début de l'éclaircie parce que c'est mieux de commencer par les bonnes nouvelles.
on a des prix qui baissent très 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 doucement, seulement sur des modèles AMD pour l'instant. Mais on l'a vu, on l'a constaté ensemble, vu qu'on regarde tous les jours du lundi au vendredi les stocks en fin de journée. Et effectivement, on a des modèles qui baissent doucement, notamment les 6700 XT qui, jusqu'à il y a peu, coûtaient au minimum 959 €, ce qui est beaucoup. Puis on a vu descendre tout, mais vraiment tout doucement à 949, on perd 10 €. Puis 879, déjà on passe en dessous des 900, grosse bonne nouvelle. Et aujourd'hui on est à 859, on perd encore 20 €, ce qui nous retrouve 100 € moins cher qu'il n'y a pas si longtemps, hein, tout de même. Donc ici c'est le modèle MSI qu'on avait vu hier, hein, qui du coup se retrouve à 859, plutôt intéressant. A noter que les 6800 XT aussi baissent très lentement et très légèrement. La semaine dernière, les modèles les moins chers étaient à 1349 €. On parle des modèles qui ont été en stock et qui ont été vendus à ces prix-là. On est sûr qu'ils ont été vendus à ces prix-là. Pas des modèles qui sont affichés avec des prix et qui sont jamais mis en stock. Donc 1349 € et cette semaine on a des modèles à 1279 et 1299. Pas des grosses baisses, mais c'est un petit peu moins et c'est déjà pas mal. Et aussi la Saphir Nitro Plus 6900 XT qui, on l'a vu aussi, a perdu 30 €, qui se retrouve à moins de 1800 €. 1800 € qui était son ancien prix, qui était déjà le prix le plus bas pour une 6900 XT qu'on ait vu. Là, ça baisse tout doucement et c'est déjà une bonne nouvelle. Seul petit point d'ombre à cette histoire, c'est que c'est uniquement des modèles AMD pour l'instant et aucune baisse en vue sur les modèles Nvidia, malheureusement les modèles les plus plébiscités par la communauté. Et d'ailleurs, on passe sur les mauvaises nouvelles, les petits coups de gueule. Déjà, on commence avec les 3070 Ti et 3080 Ti Custom qui ont flambé, bien sûr. On sait, on les a vus, on a vu des modèles en stock qui étaient censés sortir à 620 € pour la 3070 Ti et 1200 pour la 3080 Ti. En réalité, aujourd'hui, un modèle de 3070 Ti Custom coûte 979 € à la place de 620. Les moins chers, hein, les moins chers. On en a qui sont bien plus chers. Et les cartes qu'on avait déjà vues, hein, qui respectaient les prix des Founders Edition, qui n'ont jamais été disponibles, jamais, ont été retirées parce que c'est de l'arnaque en vrai. Et, et il vaut mieux comme ça. Mais voilà, l'arnaque ne tient qu'un temps. Et pour les 3080 Ti, c'est pareil, la moins chère coûte actuellement 1789 € pour une carte qui a été annoncée à 1200. Donc voilà, hein, il reste seulement les Founders Edition qui sont affichés à 620 et 1200. Mais en réalité, il n'y en a pas. Comme le montre la news suivante, il n'y a, par exemple, pour la 3070 Ti, il n'y a pas eu de Founders Edition de disponible. Donc voilà, à voir s'il y en a eu de livrés tout court. Peut-être qu'il y en a eu de livrés qui étaient réservés, hein, mais voilà. Et quand vous voulez en acheter une, bah, ça coûte bien plus cher. Hein, donc ça coûte 2 fois plus cher. Hein, donc ça fait quand même mal. À noter que ce soir, on a quand même des cartes en stock. Déjà, on a les 6700 XT qui ont du coup un peu baissé. La MSI qui est à 860, la Power Color qui est à 900, la Asus qui est à 930. Après, on a les ASRock qui, eux, n'ont pas compris. Ça reste très cher et ne se vendront pas à ce prix-là. Enfin, je pense pas. Sinon, elle serait déjà partie. 1180 pour cette carte 6700 XT grand format et 1240 pour la même avec du RGB. Ça fait quand même mal. On retrouve la Saphir Nitro Plus 6900 XT à 1770 €, la moins chère des 6900 XT actuellement disponible, actuellement en stock.
On a aussi une 3080 Ti de KFA2. Vous voyez, c'est bien noté LHR, parce qu'elle est bridée pour le mining d'Ethereum, qui est à 1890 €. Ensuite, on retrouve d'autres 6900 XT et 3080 Ti. La Power Color 6900 XT 2100, la Asus 3080 Ti 2170, la autre Asus 3080 Ti. Alors la différence c'est qu'il n'y en a pas. À l'aide, celle-là elle est... celle-là elle est overclockée. Overclockée d'usine et pas celle-là. La différence c'est le O dans le nom. Ça faut le savoir hein, quand même. Et du coup on a 20 € de différence entre les deux, 2170 et 2190. Et après on a des 6900 XT, beaucoup, la Horus, la MSI, 2200, 2500 pour la MSI, les Saphir Toxic et Toxic Extreme Edition les plus chers. Et on a encore et toujours cette 3090 de chez Zotac. C'était peut-être pas la même hier. C'était peut-être pas la même, celle-là est à 2600, je crois que celle d'hier était plus chère. Je me trompe peut-être. En tout cas, toujours des cartes très chères, toujours plus de disponibilité sur le très haut de gamme que sur les produits plus accessibles, et toujours assez peu de cartes Nvidia en stock. Et ça c'est pas parce qu'ils en produisent moins que AMD, c'est juste parce que les gens en achètent plus que celles d'AMD. Mais du coup, ça donne l'impression qu'il n'y en a jamais, et ça fait un peu mal. En tout cas, on conclut notre point actu hardware du jour là-dessus. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez passé un bon moment. Moi, je vais avoir le temps de filer sur Trackmania tranquillement. Comme d'habitude, je vous invite à faire des retours pour m'aider à progresser, surtout si ça vous a plu, parce que vous ferez des retours plus constructifs. Mais aussi, si ça vous a pas plu, si vous êtes capable de faire des retours constructifs. Ensuite, je sais plus ce que je voulais dire, donc c'est pas grave. Je vous dis à demain pour la suite de l'actu hardware. Et merci d'avoir regardé et d'avoir été là.